C'est tout simplement d'une ampleur incroyable. C'est incroyable, arrête-toi, c'est une perte slave. Au cours des 7 derniers jours, Vladimir Poutine a perdu un allié, a perdu un dictateur et a perdu un fidèle. Le dictateur de la Biélorussie, Loukachenko, vient de défier publiquement une demande directe du Kremlin. Ensuite, le président de la Serbie, l'un des derniers alliés de la Russie en Europe, a été contraint de quitter ses fonctions. Et bien sûr, les convertis occidentaux qui ont déménagé en Russie parce qu'ils pensaient que c'était une utopie occidentale admettent maintenant publiquement qu'on leur a menti. Le système derrière lequel Poutine se cache commence à se fissurer. Mais commençons par le commandant russe, dont nous avons parlé dans notre dernière vidéo. Le seul qui menaçait directement de se mutiner. Nous avons une mise à jour à ce sujet, et je pense que vous devinez de quoi il s'agit. Si vous avez regardé notre vidéo de la semaine dernière, vous vous souvenez d'Alexandre Lounine, l'ancien commandant de bataillon, qui a enregistré une vidéo virale s'adressant directement à Poutine, exigeant que le Kremlin améliore les conditions sur la ligne de front, ou fasse face à une mutinerie militaire. Ce sont ses mots exacts. Cette vidéo a dépassé les 50 millions de vues, et maintenant le Kremlin a répondu, mais pas de la manière à laquelle il s'attendait. Lounine a été arrêté avant d'atteindre le Kremlin pour parler à Poutine. D'après le site du système judiciaire russe, où l'on peut rechercher n'importe quel nom, il a été condamné pour affichage de symboles extrémistes, notamment nazis. Malheureusement, les seules informations que nous avons de ce site sont qu'il a été arrêté, qu'une audience a eu lieu et qu'un jugement a été rendu. Mais nous ne savons pas exactement quelle a été la décision. C'est-à-dire, nous ne savons pas quelle est la peine qu'il encourt. Le tribunal refuse d'en parler publiquement. À la demande de journalistes russes, il a simplement répondu « Nous ne discutons pas de cela en public ». À chacun d'en tirer ses conclusions. Mais maintenant, concentrons-nous sur un autre type de trahison auquel Poutine est confronté. La trahison internationale, celle qui vient de la Biélorussie. Il y a environ une semaine, ce rapport est paru dans le Wall Street Journal. La Russie exerçait une forte pression sur la Biélorussie pour qu'elle ouvre un nouveau front en Ukraine et souhaitait qu'elle accomplisse 3 actions précises. Premièrement, permettre à la Russie de lancer des drones depuis le territoire biélorusse, créant ainsi une menace au nord qui obligerait l'Ukraine à redéployer ses forces loin du front est. Deuxièmement, servir de base pour des provocations contre les pays de l'OTAN. Et troisièmement, engager potentiellement des troupes biélorusses au combat. Et Vladimir Poutine disait en gros « j'ai tous les moyens de pression parce que la Biélorussie dépend financièrement de la Russie. Donc Alexandre Loukachenko doit faire ce que la Russie veut, sinon il perd le pouvoir. » C'est à ce moment-là que l'Ukraine a commencé à mener sa propre diplomatie. Et elle a commencé à le faire en coulisses. En gros, ils ont fait savoir à la Biélorussie que si elle s'impliquait dans cette guerre, ce ne serait pas une bonne nouvelle pour Alexandre Loukachenko. Quoi qu'il arrive, l'Ukraine possède des drones que même la Russie ne peut pas arrêter. Comment la Biélorussie va-t-elle faire face à ça? Et devinez, ça a marché. Alexandre Loukachenko est passé à la télévision internationale. Il a répondu à des questions d'un journaliste international que, selon moi, le Kremlin ne pensait pas le voir aborder. Il a clairement affirmé que si l'Ukraine attaque la Biélorussie comme elle le fait avec la Russie, la Biélorussie n'a aucune chance. Écoutez bien. La Biélorussie a beaucoup fait parler d'elle dans les médias ces dernières semaines, principalement parce que le président ukrainien Volodymyr Zelensky a averti que la Russie prévoyait de lancer une nouvelle offensive contre l'Ukraine depuis la Biélorussie. Le président Poutine vous a-t-il parlé de cette éventualité ? Fait-il pression pour ouvrir un nouveau front depuis la Biélorussie ? Oui, nous avons discuté de cette question avec Poutine, mais pas de la manière dont les grands médias en parlent. Nous avons souvent parlé avec le président Poutine du fait qu'il est inadmissible que la guerre en Ukraine déborde sur la Biélorussie. Avant tout, la Biélorussie, nous ne voulons pas entrer en guerre. La Biélorussie est vulnérable d'un point de vue militaire si l'Ukraine commence à attaquer la Biélorussie comme elle attaque la Russie. Parce que, du point de vue des forces armées ukrainiennes, la Biélorussie est à portée immédiate. Et nous comprenons que toutes nos installations logistiques et de production pourraient être attaquées. Et d'ailleurs, l'Ukraine a déclaré qu'elle avait déjà 500 cibles sur le territoire de la Biélorussie. Ce n'est pas une affirmation folle. Réfléchissez-y. Je suis presque certain que toutes les défenses aériennes de la Biélorussie ont été déplacées à Moscou pour protéger Poutine et ses proches. Cela signifie que la Biélorussie, déjà peu dotée en défense aérienne, en a probablement encore moins actuellement. De plus, ils n'ont aucune expérience dans cette guerre de drones issue du conflit Russie-Ukraine. L'Ukraine maîtrise cela depuis 4 ans et bat la Russie à ce jeu. La Biélorussie n'aura aucune chance.
Bien sûr, l'entretien ne s'est pas arrêté là. Loukachenko a continué à parler, aggravant la situation. Dans la suite, il affirme que la Russie n'a jamais utilisé le territoire biélorusse pour attaquer l'Ukraine, ce qui est évidemment faux. Mais en plus de cela, il dit aussi que si cette guerre s'étend, la Russie n'a aucune chance de vraiment protéger la Biélorussie. Écoutez bien. Les Biélorusses ne veulent pas la guerre. Parce que les Biélorusses ont beaucoup souffert lors des guerres précédentes, de nombreux civils ont été tués. Et troisièmement, si la Russie attaquait Kiev depuis le territoire de la Biélorussie, alors la ligne de front pour la Russie, et par conséquent pour la Biélorussie, s'allongerait de 1500 km le long des frontières biélorusses, russes et biélorusses ukrainiennes. Impossible de protéger cette partie de la frontière. Surtout si les forces armées de l'OTAN, les troupes de l'OTAN et les pays qui soutiennent l'Ukraine déployaient leurs troupes sur le territoire ukrainien. Maintenant, bien sûr, comme vous pouvez l'imaginer, Zelensky a répondu à toutes les affirmations faites par Loukachenko. Et voici sa réponse. Regardez. Lorsque la guerre à grande échelle a commencé, nous avons été frappés par des missiles qui ont tué des enfants et des adultes. Et Loukachenko le sait. Un grand nombre de missiles ont été lancés depuis la Biélorussie. À l'époque, il a appelé l'Ukraine, s'est excusé et a dit que ce n'était pas sous son contrôle. Je n'y crois pas, mais c'est ce qu'il a dit. Maintenant, la Russie va le pousser encore plus dans cette guerre. Maintenant, il comprend que l'Ukraine va répondre. Ce n'est pas 2022. L'Ukraine a largement la capacité, même sans ses partenaires occidentaux, de riposter. Et c'est quelque chose que Poutine apprend lui-même. Mais néanmoins, poursuivons avec la déclaration. Aucun mot de plus n'était nécessaire. Des retransmetteurs sont installés sur ces tours de communication. Sur son territoire, le long des deux régions frontalières avec l'Ukraine, il y a du matériel qui ajuste le tir sur notre peuple. Il devrait retirer ce matériel. Je pense qu'une semaine lui suffit pour agir, car chaque jour nos civils sont tués et des enfants blessés. S'il ne le fait pas, nous non plus. Maintenant, laissez-moi expliquer ce que Zelensky veut dire. Au cours des 4 dernières années, l'Ukraine a construit des défenses. Elle a mis en place des systèmes pour lutter contre les drones russes. Beaucoup de ces systèmes sont situés à la frontière Est, qu'ils partagent avec la Russie. Face à cette stratégie, la Russie utilise désormais la frontière biélorusse pour faire pénétrer ses drones plus profondément en Ukraine, avant d'entrer sur le territoire ukrainien. Donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils lancent le drone depuis la Russie. Puis le drone descend, longe la frontière biélorusse. Frontière, reste à l'intérieur du territoire biélorusse. Puis fait un virage brusque pour aller attaquer une ville ukrainienne. En plus de cela, il y a des retransmetteurs, en gros une technologie radio qui aide la Russie à mieux communiquer avec les drones. Ainsi, si l'Ukraine tente de brouiller le signal, ces retransmetteurs réduisent le risque car ils sont plus proches du drone, donnant ainsi à la Russie un meilleur contrôle sur les drones. Volodymyr Zelensky affirme que, pour vraiment aider l'Ukraine, il faut retirer ces technologies, afin que la Russie ne puisse pas les utiliser depuis la Biélorussie, pour attaquer des civils ukrainiens. Maintenant, Alexandre Loukachenko a effectivement répondu à cette demande, et nous le savons grâce aux médias russes. Ce sont eux qui en font toute une bonne histoire. Avant d'aborder cette réponse, regardez Alexandre Loukachenko s'excuser auprès de Volodymyr Zelensky, car il sait que s'il ne le fait pas, cela pourrait lui coûter le pouvoir. Écoutez bien. Ils ont commencé à me menacer. En géopolitique, une seule décision peut provoquer une onde de choc sur les marchés à des milliers de kilomètres de là. Si vous cherchez à comprendre ce qui fait bouger le monde, je vais vous montrer comment les investisseurs expérimentés l'interprètent. Voici eToro, une plateforme d'investissement multi-actif, où vous pouvez suivre les meilleurs investisseurs, consulter leur portefeuille et même copier automatiquement leurs transactions. Participer à des discussions en direct sur les marchés, partager idées, tendances et questions à mesure que les événements se déroulent. Et tout cela est relié à une large gamme d'actifs, y compris des actions, des crypto-monnaies, des ETF, et bien plus encore, le tout sur une seule plateforme. eToro est un service réglementé comptant plus de 40 millions d'utilisateurs dans plus de 75 pays. Commencez à investir avec eToro et recevez $50 d'actions lorsque vous déposez $200 ou plus. Cliquez sur le lien dans la description ou scannez le code QR pour découvrir eToro. Avec eToro, tout le monde peut investir, pas besoin d'être un expert de la bourse. Ne ratez pas cette opportunité. Maintenant, retour à la vidéo. J'ai dû répondre. Si Vladimir Alexandrovitch a été offensé, je lui présente mes excuses pour ses paroles. Peut-être que je n'aurais pas dû, étant donné qu'il est en guerre après tout, peut-être que je n'aurais pas dû en parler aussi durement. Mais d'un autre côté, il devrait comprendre que, comme on dit souvent, on récolte ce que l'on sème.
donc il faut être plus prudent et attentif. De plus, il comprend parfaitement bien. Je souligne encore une fois qu'il ne faut attendre aucune action militaire de la Biélorussie et surtout de moi. Dès les tout premiers jours de la guerre, j'ai proposé comment parvenir à un accord et comment faire la paix. Ce n'étaient pas de simples excuses. Laissez-moi vous expliquer. Dès que l'interview a été diffusée et que Zelensky a demandé le retrait des retransmetteurs, devinez ce qui s'est passé. Des blogueurs militaires russes confirment que la Biélorussie a effectivement mis fin aux opérations de MTS, qui est un opérateur de télécommunications russe disposant d'infrastructures en Biélorussie. Vous pouvez supposer, ou du moins supposer raisonnablement, que la Russie utilisait cette technologie, cette entreprise pour mieux contrôler ses drones. La Russie aura désormais plus de difficultés, et l'Ukraine pourra plus facilement se défendre contre les attaques de drones. Maintenant, bien sûr, comme je l'ai mentionné précédemment, cette information provient de blogueurs de guerre russes, et ils n'ont aucun intérêt à mentir pour donner une bonne image de l'Ukraine. Ils n'ont aucun intérêt à mentir pour donner une mauvaise image de la Biélorussie. En fait, ces blogueurs de guerre sont furieux, parce qu'ils considèrent cela comme une insulte envers Poutine, une insulte envers la Russie. En gros, la preuve que l'influence de la Russie diminue, même dans sa propre sphère d'influence. Regardez comment ils réagissent. Comment nos retraités du Kremlin se sentent-ils à ce sujet? Notre propre allié sabote notre pays en fermant notre MTS. Espèce de vieux cocu du Kremlin. Va simplement prendre ta retraite et laisse la place aux jeunes. Clairement, la Biélorussie tient tête à la Russie. Je rappelle que Loukachenko dépend financièrement de la Russie pour rester au pouvoir. Je suis sûr que la Russie l'aide avec du gaz bon marché, voire de l'argent. Alors, comment va-t-il riposter contre ça? Parce que Poutine a toujours ce moyen de pression. Eh bien, devine quoi? Loukachenko est au pouvoir depuis plus longtemps que je ne suis en vie. Il est le dictateur de ce pays depuis 1994, ça fait très longtemps. Maintenant, ce n'est pas une bonne personne, mais ça ne veut pas dire qu'il est stupide. Il sait au moins comment manœuvrer politiquement. Il sait que si tu perds un protecteur, tu dois en trouver un autre. Et c'est exactement ce qu'il fait. Regarde, il vient de s'envoler pour Pékin, et a passé plusieurs jours à rencontrer personnellement Xi Jinping. À la fin de ces réunions, Pékin a publié une déclaration officielle, affirmant que la Chine soutient la protection de la souveraineté biélorusse. Maintenant, je suis sûr que cette déclaration vise à dissuader l'Ukraine de lancer des frappes à l'intérieur de la Biélorussie. Mais je pense que le véritable message, c'est en fait Loukachenko qui envoie un texto à Moscou, ou un message à Moscou. Le message est assez clair. Si la Russie refuse de continuer à financer Loukachenko et son gouvernement, devinez quoi? La Chine est plus que disposée à intervenir. Et la Chine, même si elle a quelques défis économiques, reste une économie bien plus grande que la Russie. Quelques centaines de millions de dollars par an vont en Biélorussie. Probablement une erreur d'arrondi pour le PCC que Poutine doit garder à l'esprit. Maintenant, comme si cela ne suffisait pas, un autre allié de Poutine est forcé de démissionner en Serbie. Mais avant de parler de cette nouvelle, passons rapidement à notre segment de mèmes. Maintenant, vous connaissez la règle. Si vous aimez le mème, cliquez sur le bouton s'abonner ci-dessous. Et si vous êtes déjà abonné, cliquez simplement sur le bouton j'aime ci-dessous. Ça aide vraiment la chaîne à remonter dans l'algorithme. Aujourd'hui, les mèmes sont un peu plus adultes. Rien de mal, c'est juste la formulation. Le premier, que nous avons, n'est pas vraiment un mème. Ce sont des paroles d'un blogueur de guerre russe, qui analyse la situation à Moscou et en Crimée, en disant « Les gars, voici la situation. On se fait avoir encore et on l'avale simplement. » C'est assez drôle. Ce n'est même pas un mème. Je suis presque sûr qu'il était sérieux quand il l'a dit. Le suivant est un extrait montrant Moscou en feu, des raffineries russes qui partent en flammes, puis quelqu'un partage simplement un mot du dictionnaire russe. Est-ce que vous saviez que la Russie a en fait un seul mot pour l'expression « tu cherches, tu trouves ». Je suis sûr que je vais mal le prononcer, mais ce mot est Dobio Bivlas. Je ne sais pas si je l'ai bien dit, mais j'espère que vous le voyez à l'écran. Maintenant, ça me rappelle le mot allemand que je n'arrive pas à prononcer. Schadenfreude, qui veut dire en gros que quelqu'un prend du plaisir dans le malheur des autres. Beaucoup de gens qui regardent cette chaîne, moi inclus, prennent plaisir au malheur de Poutine. Pourtant, je pense que ce mot reste important à apprendre. Revenons à des sujets plus sérieux. Maintenant, avant de parler du président serbe qui a été forcé de démissionner, parlons du plus grand allié de Poutine, la Chine et Xi Jinping. Et devine quoi? Le PCC peut voir dans quelle direction va cette guerre. Et maintenant, la Chine exhorte fortement Poutine à revenir à la table des négociations et à mettre fin à la guerre. Maintenant, bien sûr, c'est là qu'il faut être clair. La Chine préférerait que cette guerre continue plutôt qu'elle ne s'arrête, car la Chine en profite énormément. La Chine vend des drones aux deux camps, à l'Ukraine et aux Russes. En plus de cela,
La Chine bénéficie de sacrées remises sur le pétrole russe. Comme mentionné au début de la vidéo, de nombreux alliés traditionnels de la Russie se tournent désormais vers la Chine comme nouveau grand frère. La Chine en profite sur presque tous les fronts, et préfère donc que cette guerre continue plutôt qu'elle cesse. Ils ne peuvent évidemment pas permettre à la Russie de perdre cette guerre, car cela affaiblirait leur bloc. Donc maintenant qu'ils voient que la Russie a un peu de mal, ils mettent la pression sur Poutine pour négocier une sorte de trêve où il resterait au pouvoir. Maintenant, parlons du président serbe, Aleksandar Vučić. Il vient d'annoncer sa démission et des élections spéciales auront lieu dans les semaines à venir. Pour comprendre pourquoi cela importe à Poutine, il faut savoir pourquoi Vučić part et quelle relation il avait avec la Russie. Commençons par le premier point. Bien sûr, Vučić n'est pas poussé dehors à cause de la guerre en Ukraine. La Serbie fait face à des manifestations anti-gouvernementales depuis novembre 2025. Le mouvement de protestation a débuté suite à un scandale de corruption lié à l'effondrement du toit d'une nouvelle gare, survenu quelques mois après sa construction et ayant causé plusieurs morts. Et l'enquête a révélé que le contrat gouvernemental avait été attribué sur la base de pots de vin et, vous savez, de rétrocommissions. Le gouvernement a d'abord voulu cacher l'enquête, ce qui a encore alimenté la contestation. Vučić a lutté contre cela tout du long. Il disait « Eh, ce n'est pas moi qui étais impliqué. Je ne vais pas démissionner. » Pendant que les manifestants exigeaient sa démission. Eh bien, il a finalement annoncé qu'il allait démissionner. Un nouveau président va arriver. C'est là qu'il est important d'examiner sa relation avec Poutine. Maintenant, Vučić n'était pas aussi pro-russe que quelqu'un comme Viktor Orban en Hongrie, qui défendait très ouvertement Poutine lors des sommets de l'UE. Mais il restait tout de même le deuxième dirigeant pro-russe le plus important d'Europe. La Serbie, bien sûr, a historiquement des liens religieux et culturels avec la Russie. Et en plus de cela, Vučić a soigneusement exploité ces liens pour obtenir des voix à l'intérieur du pays. Et bien sûr, obtenir du soutien et un appui financier à l'extérieur du pays. C'est donc certainement une bonne nouvelle pour l'Ukraine qu'il s'en aille. Mais pour être honnête, on ne sait pas exactement qui va le remplacer. Comme je l'ai dit, la guerre et son soutien à Poutine n'ont pas vraiment influé sur sa démission. Donc c'est possible. Encore une fois, je ne connais pas bien la politique intérieure serbe. Donc si vous savez, corrigez-moi dans les commentaires. Mais il est possible que quelqu'un comme lui prenne sa place, au moins en ce qui concerne la politique étrangère vis-à-vis de la Russie. Un expert en politique serbe confirmera sans doute dans les commentaires. Quoi qu'il en soit, concentrons-nous sur le troisième front auquel Poutine doit faire face. Ce sont des partisans occidentaux qui aimaient tellement Poutine et la Russie au point de s'installer en Russie, pensant qu'elle était meilleure que les pays occidentaux. Ils réalisent maintenant que ce n'est pas tout à fait vrai. Regardez ce reportage de la BBC qui vient d'être publié et concerne deux personnes. Un homme ici vient du Texas et un autre vient de Grande-Bretagne, si je ne me trompe pas, qui ont déménagé en Russie et découvrent maintenant qu'on leur a menti en ligne. Le premier homme s'appelle Leo Haar. Il a déménagé du Texas en Russie. Et malheureusement, c'est une tendance très courante. Et quand je dis courante, c'est le deuxième homme dont nous avons parlé sur cette chaîne qui abandonne sa vie au Texas pour aller en Russie. Je ne sais pas si la Russie a simplement une meilleure influence au Texas par rapport aux autres États, mais il semble qu'il y ait beaucoup de Texans. Et quand je dis beaucoup, j'ai l'impression qu'il y en a plus que dans n'importe quel autre État. Ce n'est pas comme s'il y avait des centaines de personnes. Il s'agit toujours de dizaines de personnes, mais un nombre non négligeable de Texans partent s'installer en Russie. Léo, chrétien dévoué, a déménagé avec sa femme et ses 3 enfants pour trouver un pays où, selon lui, les valeurs chrétiennes traditionnelles guident encore la vie quotidienne. Et après avoir entendu parler de la façon dont la Russie défendait les valeurs occidentales, il a choisi la Russie. Malheureusement, les choses ont mal commencé dès son arrivée. Il s'est fait escroquer plus de 60 000 $ par quelqu'un en qui il avait confiance dans sa nouvelle communauté. C'était un énorme problème pour lui, car cela l'a laissé sans abri. Et à partir de là, la situation n'a fait qu'empirer. Ses enfants aînés n'aimaient pas le mode de vie russe et sont depuis retournés aux États-Unis. Sa femme ne vit plus avec lui. Il vit maintenant seul, coincé dans un pays où il devient désabusé. Je précise que Léo a donné cette interview à la BBC avec des citations directes, mais il affirme n'avoir aucun problème avec les Russes ordinaires. En fait, il dit que ce sont des gens très charmants, très amicaux. Mais ce qui lui pose problème, c'est le système. D'abord, il souligne que l'économie russe semble être en difficulté. Et la deuxième chose avec laquelle il a un problème, c'est la restriction de l'accès à l'information à laquelle il est confronté en Russie. Maintenant, voici sa citation directe que je vais lire, d'accord ? Donc il dit qu'en Russie, on n'a pas ces valeurs en matière de droits humains que nous avons ici aux États-Unis.
Il ajoute que les libertés ayant façonné la personnalité américaine lui manquent. Le deuxième homme, lui, a quitté le Royaume-Uni pour la Russie dans l'espoir d'y trouver une relation traditionnelle. Il affirme que la Russie n'est pas l'utopie décrite sur les réseaux sociaux. Il souligne en particulier qu'il y a une forte prévalence de foyers monoparentaux, et que les taux de divorce en Russie n'ont rien à voir avec ce que l'influenceur occidental lui avait dit avant son déménagement. Ensuite, il critique ouvertement les influenceurs américains et britanniques qui continuent de promouvoir une image édulcorée de la Russie auprès de leur public, en disant qu'il y a des gens comme lui qui déménagent à cause de la propagande, puis il découvre que tout cela n'était que de la propagande. Maintenant, c'est ici qu'il est important de souligner que nous critiquons beaucoup la Russie sur cette chaîne, mais il y a une chose dans laquelle ils sont vraiment doués, c'est la propagande. Ils sont peut-être meilleurs que les États-Unis, que la Chine, voire meilleurs que tous les autres réunis. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous faisons ce que nous faisons ici sur cette chaîne, lutter contre la propagande russe, et lutter contre les mensonges qu'ils répandent. Et encore mieux que moi, j'ai l'ancien Navy SEAL Chuck Farr, qui en sait beaucoup plus sur les questions militaires que moi. Et il explique en détail comment l'histoire que les Russes racontent sur leur armée ne correspond pas du tout à la façon dont ils se comportent sur les lignes de front. Voici un extrait exclusif pour les membres. Chuck Farr analyse des images du champ de bataille. On appelle ça décryptage du champ de bataille. Regardez. Oui, donc ici nous avons, je crois que c'est une vidéo d'un seul char Léopard affrontant 2 colonnes de véhicules blindés russes. Maintenant, ce gars va faire quelque chose de très intelligent au début de la séquence ici. Il a le choix entre les 3 premières cibles ici. Il va attendre qu'une cible bloque la seule voie de sortie, puis il l'élimine. Donc, à cet instant, il a bloqué la seule autre route qui mène vers lui. Donc, il a canalisé tous les autres véhicules. Maintenant, ils doivent tous venir directement vers lui. Donc, il y a eu un raté juste là. D'accord, il n'a pas raté au deuxième tir. Donc maintenant, ce gars-là tourne et il met son blindage de côté. Sa meilleure protection de blindage est de face. Maintenant, il a tourné un côté vulnérable vers l'adversaire et bam, il l'a eu. Alors regarde ce que j'ai dit à propos de ces gars qui sont canalisés. Il n'y a plus d'issue maintenant. Ils n'ont nulle part où faire demi-tour. Encore une fois, on en a déjà parlé. C'est ce qu'on appelle barrer le T. Sur la lettre T, ces gars-là sont la barre verticale. La barre horizontale est occupée par le char Léopard. Donc tout ce qu'il a à faire, il n'a même pas besoin de déplacer beaucoup son canon. Il doit juste changer l'élévation. Il va détruire le premier char. Il a détruit les 3e, 4e et 5e. Quand ces gars tentent de fuir, il les tire dans le dos. Regarde, la poudre s'enflamme. Tu vois ces jets de flammes qui sortent des trappes? Ouais. C'est le propergol qui brûle dans la tourelle. D'accord, voilà notre Léopard. D'accord, il avance, tire et se déplace rapidement. Vous voyez, il change constamment d'emplacement. Donc maintenant, il engage ses types sur une route parallèle. Oui, vous savez, c'est une excellente utilisation de ce char. Encore une fois, vous savez, il ne faut pas affronter une colonne ennemie avec un seul char, n'est-ce pas? Cela demande des compétences, de l'entraînement et un sacré courage. N'est-ce pas? Personne d'autre ne le soutient. Regarde, c'est épique. C'est une maîtrise incroyable de cette arme. Excellente coordination de son équipage, excellente coordination avec les drones. Maintenant, si ce genre de contenu et d'autres séries réservées aux membres vous intéressent, vous pouvez devenir membre dès maintenant en cliquant sur le bouton « Rejoindre » ci-dessous ou simplement en cliquant sur le lien dans la description. C'est le premier lien.